Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 3 mai 2020 et nous sommes toujours confinés. Une nouvelle pour commencer, mardi soir en direct à 20 h sur la chaîne de Thierry Casanovas, nous allons animer une émission en compagnie de Jean-Jacques Crèvecoeur et de Tal Schaller, alerte à la santé, alerte à la liberté. Donc j'espère que vous serez nombreux présents en direct à 20 h sur la chaîne de Thierry, que vous trouvez facilement. Je vous mettrai les liens partout d'ici ce soir ou demain, soit dans le descriptif de l'émission si j'ai déjà le lien, soit demain dans mon émission de demain. Voilà. Je pense que ça va être une émission importante que l'on va tenir pour faire un petit peu éveiller le plus de monde qui dorment. Alors je vais commencer aussi cette émission par quelque chose que je répète souvent sur ma chaîne, c'est un email que j'ai reçu d'un abonné. Je m'adresse à vous parce que je suis comme de très très nombreuses personnes, et si mon idée vous séduit, vous saurez la démultiplier. Il me semble que les personnes qui ne veulent pas ouvrir les yeux, en fait, ne le peuvent pas. Ceux qui comprennent ce qu'il se passe en ce moment sont les gens qui sont dans un processus d'éveil engagé depuis des années. Les autres, ceux qui sont encore endormis, ont été formatés, comme je l'ai été en son temps, par la famille, par la société, école, médias, entreprises, loisirs, de génération en génération depuis des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, ils se prennent un coup de projecteur en pleine face. Leur construction psychologique sociale est remise en cause, leur monde s'écroule d'un coup autour d'eux, leurs convictions, leurs valeurs, tout est faussé. Leur être se craquelle, se brise, ils croyaient en l'État, ils faisaient confiance aux hommes politiques, ils avaient remis leur santé entre les mains de la médecine. Aujourd'hui, on leur montre qu'ils se sont trompés, qu'ils ont été trompés, et c'est insupportable. La seule solution pour survivre est de le nier, de l'occulter, comme le font les personnes violées, hommes ou femmes bien sûr, plus souvent les femmes, mais les hommes aussi, souvent dans leur enfance. Il faudrait peut-être se faire aider d'un psychologue qui pourrait valider mon ressenti. Il pourrait ensuite expliquer ce mécanisme et accompagner ces personnes en les aidant à ouvrir les yeux plus en douceur. Ces nouveaux éveillés pourraient nous rejoindre et venir grossir les rangs des bâtisseurs du nouveau monde qui se dessine. Et oui, dans mes émissions, je parlais souvent du champ informationnel. C'est-à-dire que chacun en nous a un champ informationnel, et quand une information qu'il reçoit est trop étrangère à ce champ informationnel, il la rejette. Le premier mot qu'ils ont en tête est fake news, complotisme, conspirationniste, voilà. Mais moi j'ai l'habitude, parce que depuis je traite de sujets sur ma chaîne qui étaient autrement plus, on va dire, qui atteignaient beaucoup plus le champ informationnel des personnes, et c'est pour ça que ces personnes-là ne pouvaient accepter cela. Alors j'en reviens aussi sur, je vois en ce moment beaucoup de fake news. Par exemple, j'ai reçu un message au moins une centaine de fois entre hier soir et ce matin, disant oui, une amie, juge d'instruction, non, cette info-là disant que à partir du 11 mai, il va y avoir la police politique pour tous ceux qui n'ont pas téléchargé l'application Covid. Non, c'est faux ça. Alors c'est une méthode très utilisée par la désinformation. C'est-à-dire qu'on lance comme ça quelque chose de complètement faux. Vous la relayez, et ensuite on a beau dire « Ah ben, regardez ce qui divulgue cela. » Et donc, ainsi, tout ce qu'on dit est mis dans le même panier, quoi. On a divulgué une fake news, donc tout ce qu'on raconte est une fake news. C'est une méthode classique, et j'en entends beaucoup en ce moment, énormément. Moi, j'ai essayé de rassembler des gens. Je suis content là que mardi, on fasse cette première émission à 4. J'essaye aussi de vous montrer à chaque émission que je fais d'autres lanceurs d'alerte pour que vous puissiez aller sur leur chaîne, sur leur site internet. C'est très important. En ce moment, il y a des lanceurs d'alerte, des chercheurs de vérité qui semblent défaillir, hélas.
Certainement qu'on leur a mis une pression qu'ils ne sont pas capables de supporter. Certainement ont-ils des choses eux-mêmes à cacher. C'est un peu dommage, mais je n'arrive pas à faire ce que Massimo a fait en Italie. Mais peut-être qu'avec le temps, ça mettra plus de temps en France. Là, peut-être avec cette première émission à 4, on va essayer de faire un petit peu bouger les rangs. Beaucoup me disent, mais Sylvano, pourquoi tu parles pas de la 5G? Ben oui, mais bon, la 5G, j'en parle. Hein. Donc hier, j'ai fait une petite mise au point sur Facebook, comme je sais que énormément d'abonnés YouTube ne sont pas sur Facebook. Donc je vous disais que la France, comme d'autres pays européens, pendant leur confinement respectif, continuent à déployer de la 5G. Donc ça, j'en avais parlé hier dans mon émission, non, avant-hier dans mon émission, pardon, l'émission du 1er mai. Au début, je n'y ai pas cru du tout, mais alors pas du tout, parce que moi je suis dans les télécoms, je vous le rappelle, et je savais que l'ARCEP, l'instance qui donne les attributions pour les appels d'offres à la 5G, avait reporté son appel d'offres cause Covid. Mais des amis m'envoyaient des photos d'installation de pylônes, et on m'a envoyé des références d'installation. Et là, aux surprises, c'était de la 5G. Donc, enquête rapidement menée, j'ai appris que l'ARCEP avait lâché 10% des fréquences aux 4 principaux opérateurs. Mais j'étais loin de me douter qu'en plus, c'est l'équipementier chinois Huawei, interdit par Trump, qui était retenu. Quand je tombe sur cet article qui semble tout expliquer, que je vous mets dans les liens, on a fait apparemment un chantage des masques, des milliards de masques, contre l'autorisation d'installer le 5G Huawei en France. Alors vous savez tous que j'ai une analyse différente de la 5G que la majorité d'entre vous. La 5G ne sert pas à tuer les gens. On n'a pas fabriqué quelque chose pour tuer les gens. Il y a des moyens plus simples pour ça. Moi j'habite dans un village, il n'y a même pas encore la 3G. Alors, imaginez quand c'est que la 5G va arriver, quoi. Et vous êtes nombreux dans ce cas-là ne pas avoir de 4G. Donc dépenser 3, 5, 10 ans pour déployer la 5G pour tuer tout le monde, franchement, il y a plus simple comme méthode. J'ai même entendu certains idiots qui parlent de un rayon caché dans la 5G qui tue les gens. Wow. Il faut qu'ils arrêtent de lire la science-fiction. Mais la 5G servira à asservir les peuples. Ça, c'est un fait. Donc, je vous ferai une émission spéciale, par exemple, sur Neuralink, cette société très peu connue d'Elon Musk, qui développe une interface cerveau-machine. Cerveau, une puce que l'on met dans le cerveau. C'est pas de la on n'est pas en science-fiction. Elle aura bien évidemment besoin de la puissance de la 5G. Et peut-être même plus de la 6G, parce que pendant que vous focalisez sur la 6G, vous voyez déjà des pétitions qui disent non à la 6G, parce que moi j'ai lu ce qu'il y a dans la 6G, je peux vous dire que la 5G c'est de la gnognotte. Alors maintenant, pour en revenir à ce que m'a écrit mon abonné, avec mon ami Jean-Pierre, dans cette émission, sur ma chaîne, vous allez trouver 6 ou 7 émissions que j'ai fait avec Jean-Pierre. On parle souvent de projet MK Ultra. Alors évidemment, les gens disent ouais, mais ça c'est n'importe quoi. Ouais, seulement que dans ces émissions-là, on source avec des documents fédéraux, quoi. Les projets MK Ultra de la CIA, les projets MK Ultra de plein d'autres. Et c'est des documents qui sont déclassifiés et qui sont maintenant accessibles à tous. Sauf qu'on n'en parle pas. Alors, grâce à la chaîne, grâce à un abonné, pardon, j'ai découvert une chaîne, Nico Ciblé. Donc il a un site, je vous le mets dans les liens, harcèlement électromagnétique. Et pour bien comprendre quelque chose, il a fait un travail extraordinaire, il a fait une petite vidéo de 5 minutes. Il a fait le travail de sous-titrer pour que tout le monde comprenne. On est en présence de militaires, américains certes, de militaires. Écoutez ce qu'ils disent. Maintenant, si vous me dites que tous les mecs qui sont dans cette salle-là, ils jouent la comédie et que c'est des complotistes, vous allez bien me faire rire, franchement. Mais écoutez ce qu'ils disent, parce que vous allez voir que les préoccupations que vous avez avec la 5G n'est rien du tout par rapport aux préoccupations que nous, on connaît
que moi, lanceur d'alerte depuis longtemps, mais maintenant sur YouTube, vous raconte, surtout dans mes émissions avec Jean-Pierre. Écoutez attentivement. What we're here to talk about today is the fact that the brain is and will be the 21st century battlescape in many ways. End of story. You will encounter some form of neurocognitive science that has been weaponized not only in your military career, but in your personal and professional lives. It is valid, valuable, and already in operational play. The brain is the current and future battle space. What's new about this is the in-close nature of this. Increasingly, we're not seeing these things as weapons of mass destruction against gross aspects of the population. More specifically, perhaps, might be targeting individuals on a level that allows either direct attribution or covert engagement with non-attribution. If we talk about what brain science is, let me just give you a little bit of brief background on this field. It is now called neuroscience. As a titular field, as a named field, neuroscience has only been in existence for 40 years. I know that because I've been a neuroscientist for about 38 of those 40 years. Increasingly, it is becoming an international, multinational, global, and independently exercised event and endeavor, which increases the capability of the brain sciences to develop not only new theories, but ever more sophisticated tools. So, how then can we use these elements as weapons, means of contending against others? Formal definition of a weapon, probably the one that you've heard about most recently, most contemporaneously in the literature, is the possibility to use some form of directed energy to affect physiology peripherally and also to affect the physiology and health of the brain. Case in point here, U.S. Embassy personnel in Havana and possibly in China. Clearly, one of the things we can also do is transcranial neuromodulation, the idea of going through the skull to modulate the node and network activity of the brain, to implant certain brain-machine interfaces. These are many of the DARPA programs that you may hear of now. Probably the one that is most notorious is something called the N3 program, which is the non-invasive neurosurgical neuromodulation program being run by their program manager, Dr. Al Mundy. The idea here is to put minimal-sized electrodes in a network within a brain through only minimal intervention to be able to read and write into the brain function in real time, remotely. And then, of course, you also have the things that are a little bit more traditional. If we talk about things that can be operable in the biochemical space, we ordinarily talk about drugs, bugs, toxins, and ever more, we're considering devices. I can disrupt an individual from the level of their cell to their system, and disrupt individuals on a variety of levels, from individuals all the way up to the social fabric. Target a specific individual, change or eliminate that individual with very little attribution and trace, and be able to leave prior to any attribution. Drugs can be exceedingly specific, and as I'll show you in a moment, can be very, very much used to individualize weaponology in terms of what we call precision pathology or precision effect. And by affecting the way that brain is built and the way it functions, influence in ways that are kinetic and non-kinetic the attitudes, beliefs, thoughts, emotions, activities. Look at the power that understanding tools and techniques of the brain sciences afford. We also see the use of biodata as a viable weapon. Manipulating biodata so that I can then put into your particular medical records subtle information that may change the disposition of whether you're sick or not, change how you're treated, influence the postures that go to you in terms of insurance, care, viability for military service. By altering that information, by changing those data, by purloining those data, I essentially changed the you of you. And I can do that in very subtle and insidious ways. Furthermore, I can do that on a variety of different levels that can affect key individuals so that in fact your medical record changes to thereby render you incapable or at least invalid to be able to serve in a way you're serving. Or I can do that on a much larger scale, groups, populations. One of the newest developments is that nanoparticulate matter can be stabilized for distribution. If you're not aware of what nanoparticulate matter is, it's that matter which exists on a scale of 1 × 10⁹. Very, very small. Smaller than a cell. And we can manufacture materials that have discrete properties that can be controlled by virtue of bioengineering and their physical chemistry. I can create small robotic units, controllable robotic units at the nanoscale, and that these too can be aerosolized to create a nanoswarm of biopenetrable materials that you cannot see, that can penetrate all but the most robust biochemical filters, that are able to integrate themselves through a variety of membranes, mucous membranes, and wherever, mouth, nose, ears, eyes, can be then uptaken into the vascular system to create clumping,
can affect the vascular system of the brain or can directly diffuse into the brain space, and these can be weaponized. And they can be done in such a level that their presence is almost impossible to detect, and as such, the attribution becomes exceedingly difficult to demonstrate. We've come to the precarious position of opening the proverbial can of worms of if, how, in what ways, to what extent, and when these techniques and technologies will be used in weaponized intelligence and national security agenda. Are civilian ethics even viable any longer? And if we engage military ethics, what military ethical principles will we engage? So the understanding that the psychedelics could in fact be used in a variety of different ways, inclusive of weaponization, is not new. We look back to the older projects such as MK Ultra, Mind Control Ultra, which utilized lysergic acid diethylamide and psilocybin to be able to alter the cognitions, emotions, and behaviors of individuals to see if that could be leveraged not only against our own people, but against others, sort of the whole brainwashing, mind-changing effect. Vous avez bien entendu. Donc là, c'était quand même le docteur James Giordano, vous l'aurez compris. Hein. Donc c'est à l'Académie militaire de West Point, comme c'était précisé au départ. Il y a plein d'autres documents sur le site de Nico Siblé, sur sa chaîne YouTube. Il fait un travail remarquable. Il a 800 abonnés. Moi, j'espère que quand je vais y revenir fin de semaine, il en a autant que moi. Parce que ça, on mérite d'aider des personnes qui font un travail comme ça. Exemplaire. Donc vous voyez les choses très importantes qu'il a dit. Et là, maintenant, vous allez entendre les chaînes des débunkers qui disent oui, mais eux, c'est des complotistes, ils racontent des conneries. Bah, vous pouvez vous désabonner de ces mecs-là et rester avec nous et éveiller autour de vous. Parce que nous, on raconte, mais on source et on donne des faits. Parlons politique. Alors, vous avez été certains à m'envoyer une intervention de Sophie Panot, je crois, Mathilde Panot, de France Insoumise, au Parlement. Elle ne dit pas grand-chose, hein. Elle ne dit pas grand-chose que par rapport à aux exemples des députés italiens et députés autrichiens que je vous ai montré le 1er mai. Par contre, j'ai découvert un député de La Réunion, encore La Réunion, bravo La Réunion, qui dit des choses un petit peu plus, on va dire, on va comprendre qui c'est qui intervient et pourquoi ils interviennent. Oui, je suis à l'Élysée. Je viens de quitter les débats. Excusez-moi pour la qualité technique, je ne suis pas caméraman, mais voyez-vous, je suis là, au milieu de l'Élysée. Et donc, tout était déjà préparé. Moi, je ne suis pas un élu langue de bois, un élu godillot, un élu qui se met à plat ventre devant le système. Non, je suis un élu du côté du peuple, au service du peuple. J'ai été élu par le peuple et non par le système. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les parlementaires n'auront pas la possibilité de s'exprimer puisque les personnes qui prennent la parole sont déjà désignées à l'avance. Les questions sont connues par Emmanuel Macron à l'avance et en même temps, si on écoute, moi j'ai écouté 2 premières questions et j'ai senti quand même que c'était très bien préparé, des questions à la limite pour parler un peu la voix comme la voix du peuple. Mais bonjour chers collègues, ça va? Bonjour à La Réunion, c'est un bon député. Et donc voilà un député En Marche qui dit que je suis un bon député, mais ce serait bien quand même qu'il
qu'il devient comme moi, c'est-à-dire aussi un député qui ne sert pas l'intérêt d'En Marche, mais l'intérêt de la population. Vous voyez, je suis très courtois, je suis très respectueux des hommes et des femmes, mais je ne respecte pas cette politique qui, malheureusement, ne favorise pas l'intérêt du peuple, mais bien l'intérêt d'un système, l'intérêt des plus riches. Donc voilà des élus qui arrivent avec des questions pour essayer encore une fois d'enfumer le peuple. Essayer encore une fois de faire croire au peuple qu'ils défendent leurs intérêts, mais il y a des arrangements derrière. Moi ce que j'attends c'est des solutions concrètes pour la population rayonnaise. Vous savez, les élus étaient invités à déjeuner avec les ministres avant ce grand débat, donc pour préparer tout. Et donc est arrivé dans la salle, on nous dit non, vous n'avez pas le droit de parler, vous ne parlez pas, et ceux qui vont s'exprimer sont déjà désignés. Et puis on ajoute autant le conseiller du président de la République, mais aussi la conseillère de la ministre des Outre-mer, restez jusqu'à la fin, si jamais il y a un peu de temps, on verra bien. Voilà, faites le tas, cautionnez Emmanuel Macron et on verra si à la fin il reste un petit bout et on vous donne le petit bout. Non. J'ai été élu par le peuple rayonné pour m'exprimer et non pour faire le mendiant devant le système. Et je m'exprime comme cela tout en étant dans la cour de l'Élysée. J'ai croisé Madame Brigitte Girardin, elle ne m'a pas dit Madame Brigitte Macron, c'est-à-dire la femme du président de la République. Elle est passée devant moi sans dire bonjour. Voilà, moi j'ai dit bonjour. Parce que je suis quelqu'un qui sait vivre. Mes parents m'ont appris à respecter les gens, à être très très courtois, mais à être aussi très ferme face à l'injustice sociale et face à l'injustice fiscale. Mes chers amis, ce que j'ai entendu de la bouche du traître de la Réunion, M. Michel Vergoz, risque de porter atteinte à l'équilibre social de la Réunion. En effet, d'un côté, vous avez ceux qui disent, comme moi, qu'il faut absolument trouver des solutions pour améliorer le pouvoir d'achat des Rayonnais et faire le nivellement par le haut. Voilà M. Vergoz qui, lui, demande à demi-mot le nivellement par le bas et à la limite, il incite le président de la République à mettre sur la table la problématique de la surrémunération. À mon sens, M. Vergoz souhaite la suppression de la surrémunération puisqu'il considère cela comme une injustice. Non, c'est une injustice, mais il ne faut pas supprimer l'injustice, c'est le fait que les autres ne bénéficient pas de la surrémunération. Donc il faut se battre pour des mesures de compensation pour ceux qui ne bénéficient pas de la prime de vie chère et non supprimer pour ceux qui bénéficient. Donc voilà, me donner du pouvoir d'achat, c'est pas enlever le pouvoir d'achat des autres. Mais malheureusement, de l'autre côté, Michel Vergoz, lui, à mon avis, il travaille sur ordre du président de la République, sur ordre du pouvoir, et donc son objectif, c'est bien de... Moi de pas rester ici. Ben, je suis député, j'ai été invité à être ici, monsieur. Oui, donc, sais bien, mais vous êtes je suis en train de communiquer. Je vais communiquer, est-ce que vous pouvez communiquer en étant Bien sûr, mais je communique de l'autre côté. Voilà, la réunion vous regarde et vous me demandez de partir. Donc je ne pars pas, j'ai été invité, je reste, monsieur. Donc voilà. Je suis député élu par les Rayonnaises et les Rayonnais de la 5e circonscription, donc je me fais respecter partout en France. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Attendons pour voir. Attendons si le président apporte des solutions concrètes, mais j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est un président des riches, c'est un président qui n'aime pas les pauvres. Il insulte la population, il insulte les plus pauvres d'entre nous. Maintenant, je vais partir. Je vous donne rendez-vous à La Réunion puisque je prends l'avion dès ce soir. Le combat continue, ne lâche pas. Et je le dis, je le répète, seul le rapport de force pourra faire changer les choses à La Réunion. Ne rien attendre des élus godillots, ne rien attendre de ce gouvernement, puisqu'il ne fonctionne pas avec le cœur, il ne fonctionne pas avec la raison, il fonctionne avec leurs intérêts. Et moi, c'est pas mon affaire. Moi, ce qui compte, c'est le peuple, et seulement le peuple. M'y connaît où ça m'y sort, m'y connaît que ça m'y fait. Bravo à ce député qui n'a pas la langue de bois et qui nous décrit comment cela se passe. Puis il a raison, parce que regardez,
Durant la pandémie, la fortune des milliardaires états-uniens, uniquement états-uniens, a augmenté de 282 milliards de dollars. Je rappelle que cette pandémie, c'est à peine un mois et demi, hein. 282 milliards de dollars. Quand je vous expliquais que ce qui va se passer après, là, ça va être pire pour les classes sociales hautes, classe moyenne, et tout en bas. Ça va être pire, ça va être l'écrasement. Il va falloir bien s'en rendre compte de ça. Et attention au virus de la peur. Je vous mets encore dans les liens, je voulais déjà en parler avant-hier, puis j'ai pas eu le temps. Un site extraordinaire, Exoportail, qui fait un travail de fou, de malade, qui publie presque tous les jours. C'est Jonathan qui fait ça, un garçon très bien. Donc là, si par exemple je vous ai mis, si vous voulez voir Robert F. Kennedy Jr., dont je vous parle souvent sur ma chaîne, qui expose le programme de Bill Gates pour les vaccins dans un rapport sanglant. Du reste, ce Bill Gates, vous savez, je vous avais donné le lien, je vous le remets, Gates Foundation. Donc en fait, je vous avais dit qu'en 2019, il avait donné 2,1 millions de dollars au journal Le Monde. En 2016, il en avait déjà donné 516 000. En 2015, 438 000 dollars. Et d'ailleurs, l'agence de médecine préventive a touché 2,7 millions de dollars en 2014. C'est extraordinaire. Après, comment voulez-vous que ces gens-là disent du mal de Gates? Parce que dans la presse française, ils ne comprennent pas. Gates, hein, Gates. Hein. En Allemagne, ça bouge. Il y a un nouveau parti qui s'ouvre, Widerstand 2020. C'est pas mal fait. Je vous le mets dans le lien. Il y a déjà 96 000 adhérents. On avait dit qu'il y avait sans doute l'émergence, c'était avec Youssef Indy, dans l'émission avec Youssef Indy, ou avec Valérie Bugot, dans Youssef Indy qui dit, ou Michel Taube, oui, avec Michel Taube, qui m'avait dit, il y aura l'émergence de nouvelles têtes, il y aura l'émergence de nouvelles têtes. Et c'est fort possible, mais il faut juste que les gens se bougent. Il faut que les gens se bougent. Hier, je vous avais parlé du Front républicain avec Michel Onfray, que Didier Raoult a rejoint. Et je vous présente aussi une autre revue qui s'appelle le Sacker francophone. Comme vous avez beaucoup apprécié Valérie Bugot, elle donne une interview dans le Sacker francophone. Interview menée par Rachel Marsden. Donc voilà, ça vous fait des liens sur des gens sympas et des magazines sympas. Allez, on va un petit peu parler de Dr Raoult. Je vous rappelle qu'il y a un site, hein, on note dans le monde les meilleurs spécialistes. Ce site s'appelle Expertscape. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je vous le mets dans les liens. Donc vous voyez que quand on choisit Worldwide Expert, vous avez en 1, vous voyez, ils sont notés, hein, un Raoult Didier. Si on clique, hein, par exemple sur son nom, vous voyez, tout s'affiche, hein, Worldwide Europe, France, Latin America, City, Marseille, Institution, INSERM France, en National de Recherche Scientifique, Université d'Aix-Marseille. Donc tout ça s'affiche. Et donc on a son classement. Ben voilà. Regardez, Expertise Level for Didier Raoult. Et en fait, c'est une échelle logarithmique, hein, Amount of Expertise. Ben, il est au sommet, quoi. Il est au sommet, il ne peut pas aller plus haut. Donc c'est le meilleur mondial. Donc c'est ce meilleur mondial que d'autres débunkers détruisent, hein, à longueur de mois, là, sur leur chaîne. Ils détruisent. Bien. Ils le détruisent. Donc il a eu une interview, notre cher professeur Raoult, sur BFM, avec, comme je vous le disais, une journaliste qui comprend rien et qui est plongée dans ces questions. Mais il a dit quelque chose d'important, ce qui est la question des séquelles, en particulier la fibrose pulmonaire, est une autre paire de manches. Donc ça avait semblé de l'inquiéter. Fibrose pulmonaire, avez-vous dit? On va sur Wikipédia. Fibrose pulmonaire est une lésion des poumons caractérisée par une fibrose, c'est-à-dire la présence d'un excès de tissu conjonctif fibreux. De nombreuses pathologies sont en cause, parmi lesquelles pneumopathie interstitielle. La gêne respiratoire dyspnée est le principal symptôme. Voilà. Ok. On va plus loin, on plonge. Je vous mets le lien si jamais vous ne savez pas trouver. Hein. C'est Wikipédia, hein, c'est pas... En 2009, Ramsher and Hall ont montré que la chloroquine inhibait les fibroplastes dermiques humains. Ah. Et si on descend plus bas, d'autres agents pharmacologiques destinés à prévenir la formation de tissus cicatriciels sont en phase expérimentale ou en phase d'essai
comme l'interféron gamma. On avait déjà parlé d'interféron avec, vous savez, le traitement cubain, dont on ne parle absolument pas en Europe. À titre d'exemple, en 2017, une équipe a testé sur un modèle murin de fibrose pulmonaire induite par la bléomycine un nouveau projet de médicament. Il s'agit d'une molécule d'hydroxychloroquine modifiée par un cholestérol. Et quand la solution médicamenteuse ne fonctionne pas ou arrive trop tard, il ne reste que deux solutions. Oxygénothérapie en cas d'insuffisance respiratoire. Or, on a vu, dans toutes mes émissions, l'oxygénothérapie donnait de bons résultats. L'ozonothérapie donne encore de meilleurs résultats. On va plus loin. Ici, on lit que l'hydroxychloroquine, classée thérapie la plus efficace par les médecins pour le coronavirus, enquête mondiale, je vous mets les liens, il n'y a pas de souci. Et là, je vous l'avais montré rapidement avant-hier, coronavirus, on détecte comment il agit et pourquoi l'hydroxychloroquine peut fonctionner. Tout simplement, en fait, vous savez pourquoi? Parce que dans une étude de près de 65 000 patients chroniques en Italie, atteints de lupus et d'arthrite rhumatoïde, de polyarthrite rhumatoïde exactement, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent comme en France, du plaquenil, donc de l'hydroxychloroquine. Vous savez quoi? Parmi ces 65 000 patients chroniques, seulement 20 patients ont été détectés positifs au virus. Aucun est mort et aucun n'a été en thérapie intensive. Je vous mets le lien si vous voulez le lire. Donc, ce que dit Raoult depuis le début, mais c'est normal, c'est le meilleur au monde, que si vous prenez l'hydroxychloroquine tôt, tout va bien. Il faudra qu'on en parle plus sérieusement, et cette fois-ci en justice, avec nos avocats, de tout ça. Je vous présente encore un autre site, tiens, j'avais oublié, c'est Fake News, je vous le mets dans les liens, qui se pose la question, et si le confinement n'avait servi à rien pour éviter les morts du Covid, et il parle de la Suède, il parle aussi d'autres pays qui n'ont pas confinés, où le taux de mort est beaucoup moins important. Ici, je vous avais déjà parlé du professeur italien Stefano Montanari, qui dévoile la grande imposture mondiale liée au Covid-19, que toutes les mesures barrières sont aussi inefficaces qu'un grillage en bois contre les moustiques. Non seulement les masques, les gants et le confinement ne servent à rien contre l'épidémie, mais il n'y aura jamais de vaccin, a confié le professeur qui explique l'hécatombe qui a endeuillé son pays par l'état de délabrement général du système de santé en Italie. Le professeur Montanari est d'ailleurs catégorique. Le nombre de morts par le corona est bas et tous les autres décès sont dus à d'autres pathologies. Maintenant, dans le monde entier, on commence à le dire. Si nous devions tester toute la population en Italie, nous constaterions que la moitié a réagi positivement au virus, car ce dernier a développé un anticorps naturel. Et tout ce qui se dit sur le vaccin dans ces conditions est une imposture mondiale, vu que le virus mute de façon tellement rapide qu'on ne pourra pas suivre cette mutation et mettre au point le vaccin nécessaire à chaque fois, a-t-il fait remarquer en se disant convaincu que la vaccination contre les virus à couronne est un gros mensonge des grands groupes pharmaceutiques. Je suis certain qu'ils finiront par imposer ce nouveau vaccin à l'ensemble de la population, ce qui leur permettra d'engranger des milliards de dollars. Le confinement tuera plus de gens que le virus lui-même, et c'est peut-être cela le but de ceux qui ont propagé la terreur sur le Covid-19, constate ce professeur. Toutes les entreprises économiques sont fermées hormis les bourses. Aussi, ces entreprises peuvent être achetées à des prix dérisoires. Leurs heureux acquéreurs deviendront encore plus riches une fois le confinement levé, a-t-il dit. Et de conclure, je crois que tout ceci a été manigancé à des fins lucratives, car les laboratoires vont nous certes sortir un vaccin qu'ils présenteront comme la panacée et qui leur permettra de gagner des milliards, alors qu'il ne sera efficace que contre une seule forme de ce virus qui mute de manière furtive. C'est clair, c'est tout à fait clair. Je vous l'ai dit, la bourse, elle avait chuté, elle a repris tous ses bénéfices. Vous voyez tous ces milliardaires qui s'enrichissent. C'est tellement évident. En Suède, ils râlent. Je vous mets aussi un article parce que la distanciation sociale n'est pas vraiment respectée. Oui, c'est beau. Il y a le marché, tout est ouvert. Je vous l'expliquer. Tout va bien en Suède. Tout va bien en Suède. Heureux Suédois. Voilà, cette émission aujourd'hui est terminée. Je vous dis à demain pour une autre émission
réveillez les gens autour de vous. Réveillez les gens autour de vous. C'est important. C'est vraiment très, très important. Bye bye. Bisous.